Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième volet dédié à AnimateDiff. Aujourd'hui, on va commencer à parler IP adapteur. Et grâce à cela, vous serez en mesure de réaliser le type d'animation que vous êtes en train de voir derrière moi avec vos yeux ébahis. Je vais partir de là où on s'était arrêté la dernière fois. On avait vu comment faire une mise en place d'AnimateDiff avec les modèles LCM. Pour rappel, les modèles LCM nous permettent de faire des générations d'images d'une manière très rapide, donc pour l'animation c'est toujours intéressant de gagner du temps. Et je vous avais présenté, en tout cas là, sur ce site, là, on nous présentait deux types de workflow. Vous avez la version classique et une version avancée, on va dire alternative. Et on a fait des petites comparaisons et bon, je trouve que le résultat est un petit peu meilleur. Je vais partir avec la version alternative ou avancée, mais c'est pas une obligation. Le but c'est plutôt de voir comment intégrer maintenant un IP adapteur pour avoir une référence pour nos images. Alors voici la petite animation que j'avais plus ou moins faite la dernière fois, donc c'est juste voilà, une petite grenouille comme ça, et je voudrais juste faire un petit rappel. J'ai ici 64 images, ok, donc ça c'est directement indiqué normalement dans le nœud Empty Latent Image, et j'ai ajouté les nœuds pour AnimateDiff de la génération 2, et là j'ai fait vraiment un workflow extrêmement simple, puisque nous avons ici juste ce nœud-là, avec un contexte en loop, c'est-à-dire pour boucler. Et ici, j'ai tout simplement mis ce modèle pour LCM. Ah oui, n'oubliez pas ici de choisir le bon scheduler pour LCM. Celui-ci marche pas mal. Bien, alors ensuite, évidemment, comme AnimateDiff fait des séries de 16 images, si je demande 64 images, on voit qu'il y a bien 4 séries. Vous voyez, à chaque fois, ça change, donc c'est pas constant. C'est comme si on demandait à faire une animation avec 4 images différentes. Donc on peut le voir, hein, quand on regarde la série ici, on a bien 4 séries différentes avec une zone de transition entre les séries qui est définie ici. La zone de transition est là. Donc là, j'avais choisi 6 pour la zone de transition. Par défaut, on a 4. Ce que je vais faire ici, c'est que si je souhaite partir avec une grenouille, ou en tout cas avec ce prompt, mais faire en sorte que ça reste assez constant. En tout cas, j'aimerais avoir toujours la même grenouille, peut-être même dans une position assez figée. Je vais devoir partir avec une image de référence. Alors ici, c'est très simple. Je peux très bien récupérer une des images qu'on a là. Alors pour faire ça, j'ai ajouté ici, au niveau de VAED code, j'ai ajouté un preview image, ce qui me permet de voir toutes les images. Alors si je veux récupérer une des images, je vais sélectionner l'image, je vais faire un clic droit, je vais faire un save image, et une fois que c'est fait, je vais la charger dans un load image, donc je vais chercher un nœud pour charger mon image, et je vais injecter là-dedans l'image que j'ai mis sur mon disque dur. Et je vais maintenant préparer les nœuds pour IP adapteur. Donc faire une recherche sur IP adapteur. On va aller chercher le IP adapteur Advanced. On va ensuite charger un IP adapteur Unified Loader. Là, hop, et on va injecter ici modèle à IP adapteur. On va aller chercher plus. Voilà la version un peu forte. On va mettre image dans image. Alors je ne fais pas de prep, je ne prépare pas l'image pour IP adapteur, mais rappelez-vous qu'il faut une image absolument carrée et pas trop grosse. On va relier le nœud AnimateDiff au niveau de modèle ici, dans modèle en haut ici, l'IP adapteur Unified Loader, et ensuite on va sortir la modèle qu'on va relier au nœud sampler custom si vous utilisez la version alternative ou à votre cas sampler si c'est la version traditionnelle. Alors je vais réduire ici le nombre de frames pour pas que ça soit trop long à calculer, je vais en mettre que 32 et je vais lancer un rendu. Normalement ça va me générer 2 séries d'images avec à peu près la même grenouille. Alors on obtient ce résultat qui est extrêmement figé. Alors on va voir si on ne peut pas lui donner un petit peu plus de mouvement. Vous pouvez tester ça, ajouter ici au niveau de Scale Multival dans le nœud Apply AnimateDiff Model. On va aller chercher ça et on va mettre par exemple 1.5 et on va relancer. Et je vais obtenir quelque chose qui bouge beaucoup plus. Bon, ça peut être intéressant si on veut partir d'une image fixe et lui donner un petit mouvement.
Rappelez-vous qu'on peut aussi, dans le nœud qu'on vient d'ajouter à ce niveau-là, mettre un masque. Je vais mettre l'image ici. Je vais faire un clic droit. Et je vais demander ici à ouvrir l'éditeur de masque. Et je vais peindre, par exemple, uniquement la tête. Comme ça, je vais indiquer que je souhaite avoir un mouvement que là. Je clique sur Save to Node. Allez, on va être un peu fou, je vais mettre 1.8. Ne pas oublier bien sûr de relier masque à masque. Donc je vous montre sans masque avec 1.8, ça nous donne un résultat qui est très fort, beaucoup plus fort que tout à l'heure. Et on va voir ce que ça donne avec le masque. Et voilà, donc là, vous voyez, avec le masque, eh bien l'animation n'a lieu qu'à l'endroit où on a masqué au final. Donc on pourrait aussi utiliser des masques progressifs avec du flou, avec des dégradés. Vous allez voir qu'on pourra aussi bien sûr utiliser des vidéos et on verra ça plus tard comme masque. Bien, alors je vais enlever le masque, je vais désactiver et je vais remettre ici une valeur un peu plus raisonnable, on va dire 1.2. Et on peut essayer une autre chose, c'est-à-dire baisser le poids de l'IP adapteur. Je vais mettre la moitié, 0.5, et on va comparer le résultat avec la version qui n'était pas masqué. Et là, on s'aperçoit que la génération est moins guidée par l'image de référence. Donc certes, on a des mouvements intéressants, mais à ce niveau-là, ça change trop. Alors là aussi, on pourra utiliser un masque pour pas que ça change beaucoup. Alors, je vais vous montrer, il y a des nœuds très intéressants. Si on veut utiliser un dégradé, on va chercher une gradiente, j'allais écrire dégradé en français, moi n'importe quoi. Image, gradiente, map. Donc là, on peut vérifier ce que ça donne, ce truc-là. Donc ça me donne un truc comme ça. Alors on va mettre noir à la position 1 et blanc. Donc 255, 255, 255 à la position 100. Alors ça nous donne ça. Ok. Et on va le mettre en vertical. Voilà. Et du coup, il faudrait que je l'inverse. Moi, je sais qu'il y a des nœuds plus simples pour faire ça. Voilà, donc en fait, je vais indiquer que je souhaite que ce soit plus animé en haut qu'en bas. Ok, et maintenant, je vais convertir ça, donc image to mask. Et relier masque ici à masque là. Voilà. Et là, forcément, je vais avoir beaucoup plus d'animation dans la partie haute de l'image et beaucoup moins dans la partie basse. Alors c'est même un peu trop figé, donc je vais relancer avec une valeur plus faible. Je voudrais que ce soit plus clair en haut, il faudrait même que je indique ici. K50, c'est toujours à 255. Donc voilà. J'ai maintenant la tête de la grenouille qui bouge, mais pas le bas. Donc voilà, vous avez déjà pas mal de petits réglages à ce niveau-là. Il existe un autre nœud qui s'appelle IP Adapter Tile. IP Adapter Tiled. Ok. Et on va refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on va tout relier. Je vais désactiver aussi le masque. Je vais laisser une valeur ici à 1.2. Je vais laisser le poids à 1 pour IP Adapter Tile. Tout à l'heure, on l'avait baissé. Et je vais cliquer sur QPrompt. Alors, j'obtiens un résultat très intéressant. À gauche, on a la version avec IP Adapter Tiled. Et à droite, on a la version IP Adapter classique. Ce qu'il faut noter, c'est que le personnage ne ressemble pas exactement à l'image que j'ai mis en référence, mais en termes de mouvement, c'est beaucoup plus cohérent. Ça essaye de faire des choses, alors que là, ça fait juste une espèce de vague qui ne ressemble à rien au final. Donc ça, c'est très très intéressant. Vous pouvez aussi, du coup, augmenter le nombre d'images pour voir jusqu'où ça va aller. Donc je vais doubler. Je vais même multiplier par 4. Donc là, vous pouvez faire des opérations ici. Par exemple, vous pouvez dire 32 fois 4 et vous aurez le résultat. Donc je vais lancer 128 images pour voir au niveau de la cohérence de l'animation ce que ça peut donner. Alors j'obtiens ça. C'est très intéressant car on voit qu'il essaye de faire des choses. Voilà, il prend un papier, il le lit, il écrit, je sais pas, il sort des cartes, enfin bref. Il y a un semblant de vie qui est très intéressant, avec juste une image de référence et un prompt, voilà, c'est tout. Alors, on peut aussi utiliser, et je vais faire une copie pour qu'on puisse comparer, un autre modèle qui marche bien, ici c'est ViteG. On va voir ce que ça donne avec ce modèle. Et voilà le résultat. Alors c'est complètement différent, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu
plus détaillé, et on s'éloigne un petit peu de la référence, mais ça y ressemble beaucoup, c'est très intéressant. Si vous utilisez style transfert au lieu de linéaire, vous allez obtenir une série d'animations assez différentes, mais en gardant comme référence votre image. On a plein de séquences différentes qui se chevauchent avec le même personnage. Alors, c'est complètement différent de ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque avec Linear, le personnage garde globalement la même position. Si vous utilisez composition à la place de style transfert, vous allez obtenir une série de vidéos qui se chevauchent avec IP Adapter qui essaye de rester fidèle à la pose du personnage de votre image. Donc là, on voit bien que la pose est à peu près la même, mais avec des fonds différents et des animations. En tout cas, il fait à chaque fois des choses différentes. Alors, je vais ajouter d'autres détails. Si vous ajoutez au niveau de Motion LoRa ici, vous pouvez aller chercher par exemple un LoRa qui vous apporte un effet de mouvement. Alors tout ça on l'avait vu dans la toute première vidéo. Par exemple ici j'ai mis un zoom out. Eh bien je peux obtenir, après avoir à nouveau choisi linéaire dans le poids, et je me suis mis même avec cette fois-ci non pas 8G mais plutôt un light, j'obtiens un résultat très intéressant où on voit bien qu'il y a un zoom out. Mais évidemment, comme on se réfère à une image qui, elle, ne bouge pas, on voit qu'on a une succession de séquences de dézoom. Alors là, on se doute bien que si en plus on avait un contrôle net qui gère la pose, par exemple, on pourrait éloigner la caméra du personnage si on avait une série d'animations qui nous permet de le faire. On verra ça bien plus tard. Si je remets ici le modèle plus, eh bien j'obtiens un autre résultat complètement différent, et là aussi on voit bien qu'il y a une série de séquences d'images, mais on a l'impression que les zones de transition de dézoom et de zoom se font de manière un peu plus douce, et je trouve qu'il y a un petit peu plus de cohérence, il y a un peu plus de vie, c'est plutôt assez intéressant comme cela. Voilà, comparé à tout à l'heure, au début c'était fixe. Là, on voit bien qu'on a un effet de dézoom qui est assez cohérent. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'interactions possibles. Il faut tester et on verra plus tard qu'on pourra aussi utiliser plusieurs images dans IP Adapter avec des masques, etc. Et quand en plus on va ajouter du contrôle net là-dedans, ça va nous donner vraiment des choses très intéressantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.